La prochaine invitée à monter sur scène va nous plonger dans un parcours hors du commun et nous montrer comment les mathématiques peuvent nous faire évoluer et se réinventer au cours de notre vie. Nicole El-Karoui est mathématicienne, enseignante-chercheuse, professeure émérite et figure majeure de la finance de marché. À la fin des années 80, que les marchés financiers connaissent une profonde transition, avec notamment l'émergence des marchés à terme et l'essor des ordinateurs portables. Elle réalise que ces outils mathématiques permettent de répondre à une question puissante. Comment mesurer les risques? Alors, avec ces nouveaux enjeux et ces nouveaux outils, il fallait de nouvelles compétences et donc une nouvelle formation. Elle crée alors le master, anciennement DEA, Probabilité et Finance, à Sorbonne Université, en cohabilitation avec les grandes écoles d'ingénieurs. Ce master est aujourd'hui largement connu sous le nom de Master El-Karoui. Des milliers d'étudiants en sont issus et siègent aujourd'hui dans les plus grandes institutions financières internationales. Ils font aussi de la recherche et de l'ingénierie. Donc, au cours de cet échange, vous allez pouvoir découvrir une femme qui, selon ses propres dires, n'a jamais hésité à sortir des sentiers battus. Nous parlerons de mathématiques, d'enseignement, de recherche appliquée et comment chacun peut prendre ses cartes en main pour créer son propre chemin. Merci d'accueillir Nicole El-Karoui. Donne-moi ça. Bon, ça marche 2 minutes, mais c'est juste bonjour à tous et je suis très heureuse d'être là. Je vous précise juste que j'ai interdit à Aaron de m'appeler Madame El-Karoui et donc il va m'appeler Nicole comme tout le monde dans la place. Alors bonsoir Nicole, merci d'être ici parmi nous. Aujourd'hui, on va avoir le temps de retracer tout votre parcours durant cette interview. Mais tout d'abord, j'aimerais savoir ce qui, au départ, vous a poussé à faire des mathématiques et comment cela a fait sens pour vous. Bon, je vais faire plaisir à pas mal de gens parce que je vais expliquer que, en fait, c'est sûrement pas les mathématiques du lycée qui m'ont poussé à faire des mathématiques. Je trouvais ça assez standard et assez ennuyeux parce qu'on ne voyait pas trop les perspectives ni pas les débouchés, mais voilà. Mais malgré tout, je suis rentrée en classe préparatoire, donc j'ai grandi à Nancy, parce que les débouchés qui étaient assurés par les classes préparatoires pouvaient être très variés, pas du tout obligés de faire une carrière scientifique stricte. Et à l'époque, j'aimais beaucoup la philo, c'était la période de la logique en philo, donc il y avait pas mal d'ouverture autour de ça. Donc je vais quand même en classe préparatoire faire des mathématiques. Bon, c'était quand même 3 filles et 40 garçons. Il faut quand même s'adapter un petit peu, mais heureusement, j'avais des frères, alors je connaissais déjà le système. Bon, et donc j'ai eu la chance d'être reçue à l'école normale. Et donc d'abord, j'ai été à Paris, et puis a débuté une carrière d'étudiante. À l'époque, c'était il y a longtemps, donc la formation à l'école normale, c'était encore à la fac, en fait. Et donc, je fais un parcours standard de mathématicienne, sans passion particulière. Enfin, je déteste l'algèbre, j'aime beaucoup l'analyse, mais à part ça, je n'avais pas d'attirance exceptionnelle. Et en plus, imaginer ce que c'était la recherche, franchement, on n'avait pas la moindre idée. Bon, mais en dernière année, il y a un ami ou un copain d'Ulm qui me dit « Ah, il y a un mathématicien russe, Kolmogorov, qui en 1933 a dit « Le hasard, ça se mesure ». Et en fait, moi, j'étais béate d'admiration devant cette phrase. Parce que vous réfléchissez, le hasard, ça se mesure. Alors, les années 30, la théorie de la mesure, abstraite comme on dit,
avait fait des progrès énormes. Donc c'est 1933, c'est la même période. On est familier avec l'outil mathématique de la mesure, qui mesure autre chose que des surfaces géométriques. Et donc, quand vous dites le hasard, ça se mesure, ben, vous voyez que vous décalez la question de quoi je parle ben, sur la mesure, puisque là, vous savez beaucoup mieux en parler, et que c'est seulement à partir de la mesure que vous allez évaluer le hasard. Alors, moi, j'y croyais pas du tout, en particulier parce que j'ai toujours été intéressée par le zéro. Et en fait, quand même, l'histoire du zéro, c'est spectaculaire, puisqu'il faut attendre la Renaissance en France pour que le zéro soit officiellement admis comme nombre et dans les calculs. Les Indiens l'avaient développé beaucoup plus tôt. Donc le zéro, 13 siècles ou 14 siècles pour le faire. Le hasard, admettre que ça se mesure et que ça peut devenir un objet mathématique, bon, j'y croyais pas vraiment. Mais on avait quand même la chance qu'il y ait des cours de proba avancés sur Paris, et donc j'ai été faire, alors à l'époque c'était des 2A, maintenant c'est un master, mais une dernière année de master, à l'IHP d'ailleurs, sur les probabilités. Mais les probabilités qu'on enseignait, c'était celles que je n'ai plus arrêté de faire depuis, celles alors qu'on appelle processus aléatoires. C'est l'étude des phénomènes en mouvement, dont toutes les étapes sont affectés de l'incertain. Et alors ceux qui en ont déjà entendu parler, derrière il y a la théorie des martingales, le calcul d'Ito. Et bon, donc je trouve ça passionnant, et tout d'un coup j'ai une vraie passion pour les mathématiques. Mais ce que j'aimais bien dans ça, c'est que cette affirmation, elle contenait en germe une manière de la réviser ou de la discuter. Parce que quand vous évoquez le hasard, ça se mesure. Bon, le hasard, vous ne savez pas trop ce que c'est, mais mathématiquement, vous allez le définir. Bon, ça, c'est une chose. Mais vous voyez bien que tout ce que vous allez faire, ça va être très dépendant de l'instrument de mesure. Et donc, la sensibilité à la mesure que vous utilisez, etc., ça va vous obliger à réfléchir à beaucoup de questions. Et moi, je n'aimais pas trop les maths qui avaient l'air d'être très sûres d'elles-mêmes. Et donc là, il y avait juste la question d'interrogation qui me plaisait bien. Voilà. Donc voilà comment je fais des mathématiques avec passion sur les processus stochastiques. Donc, bon, j'ose pas dire combien d'années ça fait, mais toujours avec le même intérêt, mais dans des contextes relativement différents. Et donc, toujours en étudiant ces processus aléatoires, vous avez ensuite fait le choix d'effectuer une thèse d'état à 3. Donc, ce qui est assez rare dans l'image collective, parce qu'on s'imagine le chercheur ou le mathématicien seul devant son tableau. Alors, qu'est-ce que cette expérience vous a appris sur la manière de faire de la recherche, et comment ça a façonné votre façon de travailler par la suite? À l'origine, on a fait avec 2 camarades de Saint-Cloud le même DEA, et le neveu nous avait posé un problème d'actualité à regarder, mais on n'avait absolument pas les outils mathématiques pour le faire. Il se trouve qu'on a été nommés tous les 3 à Orsay, et on a commencé à regarder le papier ensemble, et puis bon, ça débouchait pas, mais on s'est dit pourquoi on continuerait pas à faire de la recherche. Et donc là, c'était vraiment spectaculaire, parce que pendant 3 ans, on a travaillé tous les jours de la semaine, de 9h du matin à 6h du soir, au tableau noir, sur des problèmes liés à la théorie des processus. C'est une période très innovante et très, très abstraite, en fait, dans ce domaine. Et donc, comme on était quand même assistant, dans le maître des confs, on avait des TD à faire, et donc il y en a un qui partait, les 2 autres restaient, continuaient, puis tu revenais et tu racrachais le camp en route, etc. Qu'est-ce que ça nous a apporté? Un truc extraordinaire. C'est que à 3, on ne pensait pas pareil. Fille ou garçon, ce n'était pas la question, mais on n'a pas la même sensibilité. Mais en maths, on est tout le temps bloqué. Par définition, tu sèches, quoi. Et là, en fait, c'était extraordinaire, parce que, bien sûr, toi, tu sèches parce que tu es engoncé dans ton point de vue, mais celui d'à côté, il dit « Ah, et si on faisait comme ça ?» etc. Et bing, ça repart. On a l'impression qu'on s'envoyait des balles de ping-pong comme ça toute la journée, quand même.
Et ça s'est révélé, d'abord c'était super, enfin on s'ennuyait jamais parce que tu n'étais jamais bloqué complètement, et puis très efficace en fait. Bon. Et donc ces processus aléatoires, est-ce que vous auriez un exemple pour illustrer, pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit? Alors je voulais juste préciser ce que veut dire très efficace, puisque en 3 ans, on a fait des publications qu'on a toujours toutes signées ensemble et tout. Et on a soutenu, enfin c'était un peu précipité, mais pour des raisons de l'un des candidats, on a soutenu alors une thèse d'État. Et alors la thèse d'État, c'est la thèse qui ouvrait la possibilité d'être professeur. Donc c'est l'analogue d'une habilitation en même temps. Donc en 3 ans, une thèse d'État, c'était quand même très efficace, hein. Mais comme on va parler de processus aléatoires tout le temps, je vais vous décrire un exemple connu par beaucoup de gens, mais qui est vraiment très illustratif d'à peu près tout ce qu'on rencontre dans ces choses-là. Donc la caractéristique, c'est des phénomènes qui évoluent au cours du temps. Donc l'exemple le plus simple, mais assez parlant, c'est un ivrogne. Alors, si vous êtes allé à Jussieu, quand vous rentrez dans Jussieu, à l'entrée, il y a plein de carrelages, voilà, où se casse la figure quand il pleut. Et donc, imaginez votre ivrogne qui est là et qui essaye de retrouver la sortie, mais évidemment, il part dans la mauvaise direction. Et en fait, il ne sait jamais s'il va aller à droite ou à gauche, ou s'il va aller devant ou derrière. Et bon, sauf qu'il laisse des traces sur la marque, et donc on peut suivre sa trajectoire, mais on ne peut pas prédire quand est-ce qu'il va sortir ou s'il va retrouver la sortie. Et donc, en même temps, ce qu'on voit bien, c'est que donc, vous voyez bien que vous ne savez pas ce qu'il va faire. Donc, vous ne pouvez pas tellement prédire le futur. Donc, vous avez pu regarder ce qui s'est passé dans le passé. Vous êtes à présent. Est-ce que vous pouvez dire ce qui va se faire? Avec une trajectoire, juste un ivrogne ne pouvait rien dire. Bon, et donc, si dans le monde de l'IA, vous savez qu'il faut prendre plein de données. Mais comment générer plein de données par rapport aux ivrogne? Donc, il y avait une technique très simple, c'est de vous saouler tous. Et puis, on vous fait marcher sur la dalle et on vous enregistre. Bon, et on peut regarder quel est le mouvement, etc. Bon, c'est pas très économique et pas très sain. Mais on fait même à l'époque, il y a très longtemps, très vite, quand on a eu les ordinateurs, on a eu la touche random. Et donc sur Excel, avec presque rien, les nombres hasard et la touche random, on pouvait simuler des trajectoires, mais il fallait déjà avoir les petits ordinateurs, d'accord? Mais par contre, les ivrognes qui se baladent n'importe comment, ça existe toujours. Ça n'aurait aucun intérêt si en fait cette représentation ne correspondait pas à des phénomènes beaucoup plus sérieux qui avaient été observés historiquement, en particulier les grains de pollen par Brown, qui est le premier à avoir décrit un peu ces mouvements très erratiques au cours du temps. Einstein décrit la même chose pour des atomes qui sont soumis à des chocs et dont il ne peut pas suivre la trajectoire dans le liquide où il les voit, et sur lequel il fait les premières mesures, c'est-à-dire il est capable d'estimer la distance parcourue dans une unité de temps, et il voit que ce n'est pas du tout proportionnel à t, mais au carré de t. Et puis, dans le monde de la finance, en fait, il y a Bachelier dans les années 1900, en fait, qui fait une théorie où il tombe sur des phénomènes de ce genre, mais il ne regarde pas trop les données. Et plus tard, Markovitch, enfin, la théorie de la finance classique commence après la guerre. Et là, il y a beaucoup d'exemples de ces situations. Mais là, vous voyez bien que le taux de change, par exemple, vous voyez bien que ces phénomènes qu'on imagine avec l'ivrogne, vous faites les choses un peu plus rapides, etc. Mais c'est vraiment du même ordre et on ne sait pas trop quoi dire. Voilà. Donc les risques sont associés au fait qu'on ne connaît pas le futur et toute une histoire de ces processus, de prendre en compte passé, présent, futur, voilà. Et donc, on a fait de la recherche là-dedans, à 3. On a tué des processus de Hunt conservatifs. Ça ne vous dit rien du tout, mais enfin, vous voyez, c'était quand même très abstrait. On a fait ça une fois devant la fille
un des amis qui a expliqué à sa mère après qu'on avait passé sa soirée, notre après-midi à tuer des gens, et elle était vraiment très inquiète sur l'état de son père. Mais voilà, bon, mais pour l'abstraction, là, c'était le plus abstrait possible. Alors vous avez parlé des applications, notamment en finance. Donc j'aimerais revenir sur un tournant important de votre carrière, donc, qui est votre entrée dans le monde de la finance dans les années 80, donc à la suite d'un grand changement, notamment avec l'essor des ordinateurs portables et l'émergence des marchés à terme. Donc est-ce que vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé, votre entrée dans ce monde? Je dirais une carte au hasard, obligatoire. Non, c'est pas tout à fait vrai, mais il faut que je passe quand même 5 minutes, 3 minutes à vous expliquer en fait de quoi on parle. En 1987, bon, la finance aux États-Unis est devenue, s'est beaucoup développée, etc. Enfin, on pourrait l'expliquer, bon, je n'ai pas le temps. Mais en France, on est encore sous les gouvernements, enfin c'est la fin des gouvernements socialistes, etc. Donc on est assez prudent sur tous ces aspects financiers. Mais à cause de l'Europe, à cause de beaucoup de choses, il vient, et puis parce qu'il y a c'est important pour faciliter le financement, il y a la nécessité d'avoir un marché à terme, comme il y en a aux États-Unis. Et ce marché est créé en 1986-87 exactement, sur la place de Paris. Et donc, il va se développer assez rapidement. La particularité qu'il a, c'est que cette création se fait exactement en même temps que l'apparition des PC, des ordinateurs personnels. Et alors que toute la gestion des risques de ces marchés aux États-Unis était faite sur les gros IBM, en France, le système bancaire dit on va développer ces nouveaux marchés, mais en utilisant une nouvelle informatique. Et alors, qu'était l'informatique? Je peux vous assurer que les PC en 87, on mettait une demi-heure, non, une journée à inverser la fonction de répartition de la loi normale. Enfin, on n'est pas tout à fait dans la situation où on est maintenant, mais ils ont senti que c'était une chose très importante, que ça allait évoluer. Alors, c'est intéressant de le voir en ce moment parce qu'effectivement, à la fin, on parlera un peu d'IA et des transformations. Et là, c'est quand même une rupture qui, à cette époque, a l'importance, alors pas complètement de l'IA maintenant, parce que ce qui est caractéristique, c'est la vitesse à laquelle les progrès se développent, mais quand même magistrale. Bon. Avant, on n'avait pas de fac, on n'avait pas d'Internet, on n'avait rien du tout, et c'est 87, hein, c'est loin, mais pas tant que ça. Et donc, ces deux choses se passent en même temps, et le système bancaire décide de développer un marché qui utilise les nouveaux outils. Donc, il charge en particulier des ingénieurs de le faire. Mais derrière ça, il y a beaucoup d'incertains. Donc, ces marchés, c'est des marchés à terme. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé comment ça se passe pour les récoltes, mais pour beaucoup de récoltes, l'huile d'olive en Tunisie, mon mari est tunisien, en fait, elle est achetée, enfin, les grossistes te disent 3 mois avant, je t'achèterai ta récolte à tel prix. Bon, mais le prix de marché pourrait être différent du prix fixé par le grossiste. Mais ça permet à l'agriculteur d'avoir la garantie d'un prix convenable, on va dire, pour sa récolte et d'avoir un peu de liquidité en perspective. Donc, dans les marchés qui bougent beaucoup, c'est à cause de Nixon en 1971, mais on ne parlera pas là-dessus, en fait, ces marchés à terme font la même chose. Ils permettent de fixer les prix, mais des choses importantes de l'économie, le dollar, les taux d'intérêt, des choses comme ça. Ce n'est pas n'importe quelle activité. Et tu fixes aujourd'hui le prix du dollar dans 3 mois, ça permet à un trésorier d'entreprise de gérer. Mais évidemment, comme pour les agriculteurs, ce prix fixé aujourd'hui, il va être différent du prix qui sera réalisé à la fin. Donc, ça permet d'autres choses, mais il y a un risque que
les écarts entre le prix de marché au moment du paiement et le prix garanti soient grands. Et c'est toute l'activité dans ces marchés, c'est de gérer ce genre de trucs. C'est pour ça qu'on les appelle matifs, marchés à terme des instruments financiers. Et donc, comme on ne peut pas prédire, comme vous voyez le dollar, ça bouge comme l'ivrogne, eh ben, il faut avoir des méthodes pour fixer les prix et pour ce qui s'appelle se couvrir, essayer de réduire l'exposition à la fin. Et là, moi, je tombe là-dedans un peu comme ACX. Enfin, je fais un stage dans une banque pour rien du tout pour découvrir ce que c'est dans une banque de crédit. On me dit, j'utilise le brownien, enfin, ou ces processus stochastiques dans la banque d'à côté. Et ils vont se former à HEC. Alors, il y a quand même le plus gros labo proba du monde sur les processus à Paris. Et aller apprendre les processus stochastiques à HEC, ça nous paraissait quand même un peu anormal. Donc, voilà, on a décidé d'y voir, enfin, j'ai surtout décidé d'y voir plus. Et on a vite remarqué qu'il manquait énormément d'ingénieurs qui avaient une bonne culture, on va dire, probabiliste des processus. Les banques étaient très sensibles à ça. Et on a essayé d'y remédier. Donc c'est grâce à ces nouveaux enjeux que vous vous dites qu'il faut créer une nouvelle formation. Voilà. Et à ce moment-là, vous créez le master, donc le DEA à l'époque, probabilité et finance à Sorbonne Université. Oui. Comment ça s'est passé? Alors, à l'époque, c'était Jussieu, Paris 6, voilà, mais les noms ont beaucoup changé dans les universités. Comment ça s'est passé moi, quand j'ai découvert ça, je ne savais pas un mot de finance, il faut quand même savoir. Donc, mais j'ai quand même travaillé un peu sur les taux d'intérêt qui ne demandaient pas une culture incroyable, puis j'ai appris de la finance. Et ben, on s'est associé avec les écoles, avec les ponts à l'époque, et on a essayé de faire un programme sur ce qu'il y avait. Donc, on commençait à avoir une informatique plus efficace. La théorie des méthodes de simulation était bien développée de manière abstraite, mais on n'avait pas les outils pour le faire. Mais c'était très utile dans le monde de la finance pour simuler les risques, etc. Donc, ils les développent et puis les ordinateurs augmentent de puissance régulièrement. Et donc, on fait une formation d'ingénieur pour beaucoup, un peu de la fac. Pourquoi un peu de la fac? Parce que les DRH des banques, elles ne voulaient pas des gens de fac, elles voulaient des ingénieurs. Enfin, finalement, on a réussi à en faire passer. Et voilà, on a essayé d'estimer les méthodes numériques qui étaient importantes, de proba, de DP, etc. C'est ce qu'on a mis en imposant des cours de marché pour que les gens sachent de quoi ça parle, et en imposant un stage de 4 mois dans la banque, ce qui était nouveau pour un DEA, parce que d'habitude, c'était pas comme ça. On a eu 8 étudiants la première année. Après, ça a augmenté très vite. Et je ne sais pas, voilà, on en a eu 2500, mais l'année de création, c'est 90. Donc, ça a laissé le temps d'en faire beaucoup. Il faut former les gens. Oui, voilà, excusez-moi. L'argent, c'est pas facile d'avoir comme activité l'argent. Non, tu fais du blé, tu sers à quelque chose, tu fais de l'argent, tu sais pas à qui tu sers. À toi. Non, c'est pas ça. Mais moralement, c'est assez compliqué d'être dans un univers où tout, c'est pas nécessairement faire beaucoup d'efforts, de fric, etc. Mais le support, c'est l'argent. Il faut penser les risques liés à l'argent, etc. Et c'est pas toujours très facile. Et donc, à l'époque, on avait une théorie, il y avait de la théorie. Alors, on a été très strict, on a toujours démontré les théorèmes, par exemple. Et moi, je crois qu'une théorie mathématique, si on ne démontre pas les théorèmes, ce n'est pas la peine. Et on était très exigeants pour les résultats, qu'ils aient travaillé beaucoup. Donc, ils m'ont tous expliqué qu'ils travaillaient plus qu'en prépa. Mais le résultat, ça a été qu'on avait quand même... À quoi servaient les mathématiques là-dedans? Bien sûr, c'est des outils, on peut faire des modèles pour faire des risques. Mais les mathématiques, tu ne peux pas en faire si tu n'as pas pris de distance par rapport à la réalité que tu cherches à faire. Moi, je suis une fan de l'abstraction. J'adore ça, ça permet de tout faire. Tu peux rêver, et voilà. Et après, tu redescends. Mais il y a la partie où tu arrives à élaguer toutes les choses qui ne servent à rien. Donc, moi, je vois la structure mathématique un peu théorique comme le tronc d'arbre sur lequel se greffent toutes les petites feuilles, des tas de choses qu'il faut en tenir compte. Après, mais il y a une structure immuable sur laquelle tu peux t'appuyer, les yeux fermés, etc.
quand ils ont oublié de faire ça, ils ont développé les marchés de toute vitesse. Bon, il y a eu une croissance directement liée à la croissance de la puissance des ordinateurs, en fait, avec beaucoup d'innovations et des choses comme ça. Mais autour de 2008, en fait, ou 2007-2008, il y avait des produits de plus en plus discutables, mais qui rapportaient beaucoup d'argent. Mais l'analyse des risques de ces produits était de plus en plus, franchement, olé olé, quoi. Et ça s'est évidemment traduit par une crise majeure parce que le monde est super connecté financièrement et c'est des endroits où les principes de base qu'on évoquait, enfin voilà, je ne dis pas qu'on a raison, c'est pas ça, mais la formation rigoureuse, etc., c'est vraiment un atout dans les mondes, dans ce genre de monde. Et donc là, on était accusés de tout. Hein. Ouais. Ah, ouais. À un moment, les mathématiciens étaient accusés d'avoir fait rentrer le loup dans la bergerie. Ouais, ouais. Et Rocard donc a pour, décrété qu'on était coupable de crimes contre l'humanité. Et enfin, il y avait un peu de vrai, mais il ne fallait pas exagérer. donc pour conclure cette interview, vous enseignez toujours aujourd'hui. Quelles leçons vous aimez bien transmettre à vos étudiants pour la suite? Bon, alors déjà, quand même, je suis professeur émérite depuis je ne sais pas combien d'années. Bon, je continue à faire un cours de taux et des choses comme ça. Bon, il faut quand même dire que les échanges avec les étudiants, ça a été vraiment des choses extraordinaires. Ils ont été vite reconnus en dehors de la France, puisque il y a eu un article aux États-Unis qui demandait pourquoi on parlait français dans les salles de marché. Ça les étonnait quand même un peu, mais voilà. Quels sont les conseils de maintenant? Moi, j'en ai les mêmes que je faisais dès le début du master. Alors, je travaillais un peu pour la finance pour suivre un peu ce qui se passait. C'est l'usage des mathématiques, ça n'est pas la solution au problème, mais ça t'oblige à décortiquer le problème, à nommer les choses de manière unique. La volatilité avait à peu près 7 ou 8 sens au début. Donc, c'est ce que je disais, on construit l'arbre sur lequel, après, les problèmes peuvent se graisser. Mais s'il n'y a pas cette référence-là, ça n'est pas solide. Alors, ce n'est pas le point de vue des gens du marché. Bon, et par ailleurs, il y a un vrai problème à faire dans des mondes comme ça. Il faut quand même qu'il y ait des consensus sur un certain nombre de choses parce que c'est comme une industrie. Tu peux avoir une industrie automobile où les gens font des choses très, très différentes. Et donc, le régulateur aussi intervient, fait des normes, etc. Mais là où nos enfants bon, j'ai promis que j'en parlerai. Là où nos étudiants ont été remarqués, c'était parce qu'ils avaient quand même une structure de raisonnement, ils avaient un meilleur niveau en maths que la plupart des gens, mais pas pour faire des modèles extraordinaires, c'est pour penser les maths dans un monde dont le problème de tous ces marchés, c'est le problème du risque. Il y a des salles de marché qui ont disparu en 3 semaines. Mais voilà, c'est un moyen d'avoir les risques. Et qu'il faut transmettre. Et c'est une culture qui ne va pas de soi parce que quand ça se passe bien, ça coûte cher de faire des choses. Voilà. Maintenant, ça c'est pour nos étudiants. Les risques, ils sont toujours là. Il y en a plutôt plus, sans doute. Mais on a l'IA qui est en train de changer complètement un grand nombre de références ou d'outils autour de ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on a passé un peu de temps sur le début, parce que je pense qu'on est dans une période de révolution technologique très différente de l'autre, qui questionne très, très sérieusement les raisonnements mathématiques, par exemple. Mais vous avez maintenant une tâche incroyable qui ressemble un peu à celle qu'on a faite, c'est de réfléchir au monde de l'IA par rapport aux données, par rapport aux risques, par rapport à une grande chose comme ça, mais toujours avec la même rigueur. Il n'y a pas de petit compromis face à un risque de marché. Il n'y a pas de petit compromis dans une preuve mathématique. Et sur les processus stochastiques, il y a plein de trucs qu'on aimerait bien dire que ce n'est pas si important que ça. Mais, et ça, c'est vraiment voilà, incontournable. Et donc, cette éthique-là, c'est vraiment de l'éthique.
ça a été la force, et c'est la force, je pense, des mathématiciens français qui sont mieux formés que la plupart des autres. Mais il ne faut pas seulement savoir des maths, il faut être capable de s'adapter, de comprendre. Enfin, mais posez-vous des questions, il n'y a jamais rien qui ne soit pas à re-questionner. Merci Nicole. De rien.